Polysécu, épisode spécial. Je suis avec Ingrid. Comment vas-tu? Je vais très bien puisque je peux bénéficier d'un Noël blanc et sans être au Canada. Oui, on est dans ta Savoie natale justement pour bénéficier de ces moments plus frisquets, plus froids et neigeux de l'hiver qui sont malheureusement de plus en plus rares, là, notamment en France. Ouais. Ici aussi, ça commence à s'en aller. L'idée de départ aujourd'hui, on va parler de la contrainte, notamment la contrainte juridique dans les projets, les TI notamment et SI. Tout ça puisque de façon générale, c'est perçu négativement par bien des gens. Et contrairement à ce que ces gens-là propagent, comme moi personnellement, comme en création, la contrainte est source d'innovation. Je ne suis pas de ceux qui sont de ce côté-là, donc je vais te laisser commencer avec ça. Oui, parce que tout de suite, la contrainte juridique. Pourquoi tu ne parles pas de la contrainte SSI, hein? Tout de suite, là, comme ça, tu m'agresses. Alors qu'en fait, voyons, la règle juridique est une opportunité de stimuler tes capacités créatives à trouver des solutions pour avoir un numérique responsable, pour avoir un client heureux. Et comme ça, en fait, un client heureux, il te recommande et tu commercialises encore davantage. C'est du business que d'accepter les règles du jeu et les règles juridiques et les règles cyber. Oui, puis c'est la contrainte en art, la contrainte est source de création, est source d'innovation. Je ne sais pas pourquoi en ingénierie, ça ne serait pas la même genre de chose. Dans un contexte où, en général, en ingénierie, on règle un problème qu'on doit faire. Donc, il y a déjà des éléments et on le vise à travers des contraintes. Dans le monde, dans l'ingénierie, disons, réelle, dans le monde réel. Quand on construit un pont, on a des contraintes de construction de pont. On a des contraintes qui sont naturelles. On a la gravité. On a les vents, on a les intempéries qui sont là. On a sa fonction, pourquoi le pont doit servir, quelle charge qu'il doit être capable de supporter. Donc, on a plein d'éléments comme ça et des clauses juridiques dans lesquelles je m'y connais littéralement pas, mais qui sont quand même, qui viennent encadrer comment le pont doit se construire. J'ai pas entendu un ingénieur civil ou des bâtiments se plaindre du fait que ce genre de contrat-là existe. Parce que pour lui, ça fait partie de ce qu'il faut pour faire un pont qui tienne la route. C'est un mauvais jeu de mots. Mais on va dire que c'est le temps des fêtes et en vacances. Voilà. Il y a encore les restes du repas de Noël et des fêtes de famille. Mais en tout cas, pour moi, en plus, c'est quand j'entends les ingénieurs, c'est que à chaque fois, dans le monde du numérique, je trouve qu'ils veulent tout de suite partir dans le faire. C'est-à-dire, je vais aller tout de suite au résultat. Et en fait, ce temps de réflexion, parce que si je veux prendre en compte les contraintes, ça veut dire que déjà, je dois réfléchir par rapport aux finalités, aux fonctionnalités attendues par mon client, par rapport aux besoins du client et pas mon image du besoin du client, parce que ça aussi, c'est un gros sujet. Parce que première des contraintes, c'est le besoin du client et que des fois, il passe à côté, nos ingénieux ingénieurs. Et en fait, pour moi, il y a quand même ce temps de réflexion au départ, ce temps d'idéation en quelque sorte avant de rédiger un cahier des charges qui est trop souvent bâclé. On est passé trop vite. On a fait une jolie stratégie de l'autruche avec des stratégies d'évitement. Si je regarde pas, il me tombera pas dessus. Si, en fait, juste si un jour il y a un pépin, tu prends x10 la responsabilité dans la figure parce que tu auras délibérément pas respecté les règles. Parce que d'un seul coup, ça devient délibéré. C'est pas une histoire de non intentionnel. Si je vais trop vite, si j'écarte les règles, à un moment donné, va falloir, quand on va me présenter la facture, je vais faire gloops. Et encore, quand ça finit pas au pénal. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est l'univers que je comprends pas. Pourquoi on se
plein de ce genre de choses-là. Puis je suis dans des contextes similaires aussi où je dois expliquer les éléments de base. Puis je dis, mais faites juste les règles. Ça change vos habitudes. Je comprends que ça change les habitudes. Les nouvelles lois changent la façon de faire. Ça l'amène des éléments, mais puis je l'aborde jamais même sous le vocable de contrainte parce que c'est pas une contrainte. C'est des indications de comment faire le travail. Dans l'absolu, c'est un checklist. On en a parlé en pré-show, justement, des checklists. C'est un checklist dans lequel tu dois respecter. C'est même encore plus simple parce que la restriction de la liberté créative va amener à des solutions qui, vont répondre aux besoins du client. Tu le mentionnais justement, parce que sans contrainte, on peut faire n'importe quoi. On est une solution qui cherche un problème. Moi, désolé, mais j'aime pas beaucoup ce genre d'approche parce que je trouve que c'est non focusé, c'est non ça. Donc, on est arrivé dans des moments ou des éléments qui ne permettent pas d'arriver à quelque chose d'utile pour personne. Puis là, je vais faire un tour sur le AI parce que j'ai ça, parce que le AI, à la c'est une solution qui cherche un problème. Et tout le monde essaie de se trouver un problème à combler avec le AI, quand que dans les faits, la réflexion initiale, c'est quoi le problème que je veux combler et en quoi le AI va venir m'aider. Pas comment le AI existe, puis c'est pas le bon sens de prendre la situation. Là. C'est-à-dire que la problématique, c'est pas comment je vais utiliser l'IA que j'ai trouvé qui était vachement bien sur le salon que j'ai visité, quoi. C'est pas ça la problématique. Sinon, là, ça veut dire qu'on a trop de sous et qu'on va mal le dépenser. C'est pas bien. Donc, ça, c'est l'effet gadget. C'est l'effet gadget. D'ailleurs, l'effet gadget, les montres fitness sont celles qui se revendent le plus sur eBay en France en ce moment, dans les cadeaux de Noël qui sont revendus. Donc, à un moment donné, voilà, la question de s'interroger sur le besoin. Je suis tout à fait d'accord aussi avec toi sur savoir formuler sa problématique parce que des fois, on a aussi des utilisateurs ou des clients qui arrivent pas à formuler une problématique et à se décoller de ce qu'ils voient sur les salons. Ils n'arrivent pas à se décoller des solutions sur étagère parce qu'en fait, ils ont réussi à se convaincre, on va dire que le commercial et le marketing ont été très bons, que la réponse à leurs besoins, c'était le produit qui avait été présenté. Non, ton besoin, personne d'autre que toi ne peut le définir en fait. Bon, après, il y a des besoins qui sont connus. Les logiciels de paye, quand il faut faire la paye, la base, c'est de respecter la réglementation de la paye. Pourquoi là, d'un seul coup, la réglementation ne pose pas de problème? C'est accepté. Personne ne va vendre un logiciel de paye qui va t'apprendre à frauder et à pas payer tes charges patronales. Mais non, puis c'est perso pour avoir moi-même, j'aime bien, je n'utilise pas un logiciel de paye, mais je sais que mon comptable le fait. J'aime beaucoup ça. Tout se fait tout seul. Ça évite les erreurs. C'est une solution qui vient régler un problème qui était existant, c'est de ne pas oublier de payer toutes les charges. Ça, c'est un problème que le logiciel vient me régler en l'occurrence. Parce que là, c'est sûr, je n'oublierai pas de payer mes charges parce que le logiciel s'en occupe pour moi. Et là, je suis content. Mais il est paramétré par rapport à ta structure pour savoir quelle est la réglementation et ce que tu dois faire par rapport à ta structure. C'est magique. Donc, pourquoi là, on sait l'entendre et pourquoi sur d'autres sujets, d'un seul coup, le droit est une contrainte et que je mets une stratégie d'autruche, une stratégie d'évitement avec beaucoup de créativité dans l'évitement. Alors là, ils sont créatifs parce qu'ils ont tous une raison qu'ils pensent légitime de ne pas respecter la réglementation ou les normes et les règles SSI. Oui, bien sûr, c'est très légitime. Mais à un moment donné, si c'est parce que toi, tu as merdé, que tu deviens ma vulnérabilité et qu'après, moi, j'ai plus mes données et que je vais devoir justifier, là, il va y avoir un problème. Parce que moi aussi, en tant que personne qui va déployer la solution dans ma structure, je suis responsable de ce que je déploie et je dois avoir vérifié que c'était OK. Donc là aussi, ça veut dire que à un moment donné, l'autorité cliente, une organisation, parce que là on parle de l'organisation professionnelle et pas de l'utilisateur citoyen qui connaît pas grand-chose, parce qu'en fait, dans le droit anglo-saxon, c'est moins vrai qu'en Europe. Mais en Europe, le citoyen et l'utilisateur, il est quand même très protégé, même si on dit, attention, le droit ne protège pas les imbéciles. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. On protège les personnes fragiles, on protège les personnes vulnérables, mais
on protège pas les imbéciles. Ouais. Quand t'es con, t'es con. Et et tu prends l'addition dans la figure. À un moment donné, il y a des limites. Et la connerie est une limite. Absolument, mais dans l'absolu, en tout cas pour moi, le rôle du législateur, c'est de protéger le faible, pas le con, le faible. Et justement, de l'amener comme ça, le rapport de force, de régaliser les rapports de force, notamment entre les grandes corporations. Point de vue canadien ou québécois, on a effectivement certaines protections qui sont équivalentes à ce qu'on voit en Europe. Aux États-Unis, moins, mais on le retrouve sur des notions différentes. C'est une culture d'avocats qui est différente et légale qui est différente, mais qu'encore là, ils ont quand même des lois, tout dépendant des États, qui sont parfois se rapprochent. La Californie a des lois qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on voit en Europe, notamment pour la protection des consommateurs. Oui, mais en France, pour expliquer un écart culturel entre les États-Unis et l'Europe, on explique la jurisprudence du chat et du micro-ondes. C'est très connu. Et qu'en fait, aux États-Unis, la compagnie qui avait fourni le micro-ondes, qui avait conçu le micro-ondes, a été condamnée parce qu'ils n'avaient pas prévenu les utilisateurs qu'on ne pouvait pas sécher le chat dans le micro-ondes. Et quand le chat est mort, le propriétaire du chat a porté plainte. Bon, il a eu gain de cause. En France, il n'a pas eu gain de cause. En France, c'est le acte de torture et de barbarie sur un animal vivant. Hein. Donc, c'est pas pareil. Quand je dis que nous, on protège pas les cons, c'est pour de vrai. Hein. Nous, on va pas regarder est-ce que la clause était prévue que tu sèches pas ton chat dans le micro-ondes. Donc, il faut pas introduire un animal vivant dans le micro-ondes. Qu'en fait, il faut que déjà, tu fais cuire un animal mort, pas un animal vivant. Sinon, c'est de la torture. Au point de vue américain, il y avait le café puis McDonald's aussi qui avait été la même chose, mais c'est aussi un élément culturel, puis c'est un peu lassant à la longue de voir ça, à quel point aux États-Unis, ils doivent identifier à peu près tout, fait que les contrats sont hyper longs, les clauses sont tout le temps là, les clauses de non-responsabilité sont quasi infinies aux États-Unis parce que ça, il y a des avertissements, ça pourrait être tout et n'importe quoi parce que justement, il y a présomption que les gens sont cons et que quand ils sont cons, ils vont se blesser, donc on doit mettre les avertissements pour protéger les cons de se blesser en l'occurrence. C'est lourd. Ça, je déteste cette approche-là parce que je suis plus d'une approche européenne où bon, il y a un niveau minimal. Si l'éducation n'a pas réussi, ben on n'y peut rien jusqu'à un certain point. Là. Oui. Mais bon, après, c'est ces droits avec les clauses font le droit, les clauses sont reines. Maintenant aussi, tout s'est judiciarisé, donc finalement, on va mettre des contrats pour tout, même dans les rapports humains. Donc, on va faire un contrat pour savoir jusqu'où on accepte la relation. Non, nous, en France, on a encore le droit de tenter de séduire. Il n'y a pas encore mis tout pour tout. Mais bon, c'est compliqué. En tout cas, on voit aussi le poids de la culture. Et c'est là aussi où des fois, je pose la question de est-ce que votre produit numérique doit être commercialisé que sur une région, que sur un pays, que sur une zone géographique, ou est-ce que vous visez l'international sur un produit numérique? Donc, puisque de toute façon, dès qu'on est dans l'immatériel, la question des frontières est quand même un peu particulière, mais en tout cas, la question des cultures et des modes d'utilisation, c'est réel. Et ça, c'est une vraie contrainte qui est peu prise en compte, la culture des utilisateurs. Et pourtant, je trouve que ça donne un potentiel de marché parce que je peux avoir en fait une sorte de pot commun à ma solution. Et après, je peux avoir des fonctionnalités spécifiques en fonction de la culture et des usages et des pratiques de mes clients en fonction de la culture du pays cible, en fait. Après, bon, ok, ça veut dire qu'il y a une certaine logistique sur les mises à jour, sur les choses. Voilà, ça veut dire des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des intelligences artificielles, la contrainte culturelle, parce que après tout, on parle de la contrainte juridique, je dirais que la contrainte culturelle est encore une opportunité à innovation. Et en fait,
l'IA adaptable en fonction de son utilisateur, le côté personnalisation, mais au sens, on en discute souvent tous les deux sur les LLM et sur la linguistique, et à un moment donné, comment une IA anglo-saxonne va pouvoir répondre avec une structuration pour la pensée française. Et comment, à un moment donné, mes nouvelles générations, à utiliser des IA anglo-saxonnes en masse ou mes IA TikTok chinoises, à quel moment on va perdre la culture française et une capacité à réfléchir enfin voilà, parce que les lumières, elles sont un peu clignotantes en ce moment. Hein. Nous, pays des lumières, elles Ouais. clignotent. Ouais, oui. Merci de confirmer. Oui, ça clignote un peu. Ouais, ça clignote un peu partout, pas juste en France. C'est un peu dommage ces éléments-là, notamment par le AI, par l'effet régional, l'effet culturel. Je l'aime beaucoup parce que bon, je voyage beaucoup, notamment aux États-Unis et en Europe. Et les différences culturelles sont immenses. Il y a peu de gens qui sont capables de lire ça. Le LLM encore moins que les gens. Je vais reprendre ton exemple de la paie. Les charges qui sont en France ne sont pas les mêmes qu'ici, que sont aux États-Unis et ailleurs. Donc, si on veut avoir l'accès au marché international, c'est d'être capable de s'adapter à ces nuances-là. Puis la paie est un exemple simple. Le LLM est un exemple moins simple, mais quand même, on en est un. Puis je regarde, moi, pour mon expérience du LLM en français, il va écrire comme en France. Il n'écrit pas comme au Québec. Donc, on n'a pas l'effet régional. Et là aussi, est différent parce que c'est pas le même type de français, c'est pas le même vocabulaire, les mêmes structures de phrases, la même façon de parler qui est là. Donc, c'est un peu ce genre de choses de lisser de façon universelle. En anglais, ça doit être pire parce que c'est lissé sur un anglais américain. Donc, l'anglais américain devient la norme quand, dans les faits, quand ceux qui parlent anglais, c'est une des langues les plus parlées au monde parce que tout le monde, à peu près partout, en parle. Et l'anglais des pays anglophones, dont l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, c'est pas le même anglais de toute façon. Chacun a des spécificités qui sont propres, mais là, ça vient de se faire lisser sur de l'anglais américain. Donc, c'est de l'impérialisme américain qui est caché à travers cet élément-là qu'on y trouve, qui vient, comme tu mentionnes, lisser les cultures. Pour les non-anglophones qui ont des corpus dans le langage suffisamment grand comme le français, c'est moins pire. C'est le français de France qui, dans ce cas-ci, a préséance. Mais en dehors de ces environnements-là, on oublie les régionalismes qui sont très présents en France, qui sont présents dans tous les pays de la francophonie, qui sont dans tous les pays anglophones également. Donc, tous ces régionalismes, toutes ces petites couleurs locales-là qu'on peut avoir. Au Québec, pour une province de 8 millions, on a probablement genre une trentaine de régions linguistiques différentes dans lesquelles on peut avoir pour un tout aussi petit enclave francophone. Et en fait, ce côté multiculturalisme en Europe, on le vit parce que quand il faut négocier à 27, c'est un peu compliqué parce que la langue commune va être l'anglais. On a rejeté le finlandais. Hein. Le finnois, c'était pas possible. Mais en tout cas, quand on voit après les textes, même s'ils sont traduits dans toutes les langues de chaque pays, mais si on veut que la pratique soit la même au niveau de toute l'Union européenne, il faut des phrases simples et pour pouvoir être traduit et compris de la même manière et de manière uniforme par tout le monde, quoi. Et 27 nations qui doivent comprendre la même chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on vient m'expliquer que ouais, mais je comprends pas la réglementation, non, comment tu peux pas comprendre un règlement européen? C'est super simple dans la rédaction, parce que je suis d'accord sur les droits nationaux, parce que là, il y a des effets de style, et puis il y a aussi des effets de rédaction de déresponsabilisation des acteurs, parce que le politique va rarement voter une loi qui va le condamner. En général, voilà, donc il fait une sorte de flou artistique qui permet à un moment donné de trouver une interprétation pour trouver une faille. Un peu comme les hackers. Voilà. J'ai interprété ton système, j'ai trouvé une faille et je me suis engouffrée. C'est un peu comme ça quand on gère le droit national. Mais le droit européen,
il y a peu de part à l'interprétation, en fait, parce que c'est simple, c'est clair, les phrases sont courtes, on a beaucoup de bullet points, on a beaucoup de petits points et tout. En fait, on va nous dire, si tu es dans ce cas de figure, voilà les règles, voilà les choses, et voilà qui est responsable. Et là, en fait, en gros, on dit, oh, pas cool, c'est pour ma pomme. Donc, si je suis responsable, donc j'ai des obligations de faire quoi? Et puis, c'est gentil parce que là, il y a des textes qui vont me donner des listes, qui vont me donner des exemples, qui vont me donner des choses. Et puis après, en plus, derrière, on va avoir, sur le plan de la cybersécurité, on a l'agence ENISA au niveau européen qui va rédiger des guides, qui va reprendre l'esprit, pourquoi, le sens de la réglementation, parce que des fois qu'on n'ait pas voulu, puisque je suis ingénieur, je suis pas juriste, j'ai pas voulu aller lire les préambules ou les travaux préparatoires des textes de loi, parce que il y a aussi tout le jeu du lobbying, faut pas oublier, quand même, je suis pas naïve, mais en tout cas, là, après, on a quand même des agences qui vont nous faire des petits guides synthétiques de l'essentiel à retenir et surtout quel est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, pour quelqu'un, au moins ça lui donne le sens et ça l'aide à réfléchir. Donc ça va orienter sa créativité pour résoudre le problème de son client. Et donc en fait, à un moment donné, on te demande pas d'être un expert juridique, on te demande de comprendre pourquoi on a voulu réguler. Parce que si tu comprends pourquoi on a voulu réguler, tu vas éviter de faire la connerie qu'on cherche à éviter. Et en fait, c'est beaucoup de bon sens. Et quand on me parle de numérique responsable, je demande pas à tout le monde d'être juriste, je demande pas à tout le monde d'être expert cyber. Par contre, d'identifier un juriste dans son environnement pour, si j'ai un doute, fais-moi une levée de doute. Et comme on va avoir l'expert cyber, tiens, j'ai un doute, est-ce que tu peux vérifier que tout est OK, voilà, quel est ton avis? On peut aller prendre conseil. On n'est pas obligé de tout savoir. Par contre, avoir un réseau de bons copains, alors le bon copain juriste, le bon copain cyber, le bon copain marketing, parce qu'après, derrière, quand on a travaillé propre, je suis désolée, ça se valorise, parce que ça a été aussi un temps de conception plus long qu'il faut reconnaître. Mais c'est la loi de l'emmerdement minimal. Je pense vraiment d'accord avec le fait que c'est un temps de conception plus long sur le fait qu'on respecte les règles, parce que si on les a bien maîtrisées en amont, donc on ne met pas le temps de maîtrise des règles dans la conception du système, ce que les gens font malheureusement, c'est que là, comme je connais pas les règles, je prends mon temps de conception va inclure le temps que j'apprends comment fonctionnent les règles. Donc, mon conception est long. Quand on prend quelqu'un qui connaît déjà les règles, c'est pas plus long parce que par réflexe, notamment, puis j'aime bien l'exemple de l'esprit. Moi, je fonctionne énormément avec l'esprit de la loi. Là. C'est plutôt rare que je vais aller citer des articles directs parce que il y a des règles que je respecte pas. Je comprends les règles, je comprends les règles de protection des renseignements personnels, je comprends les règles, tout le corpus dans lequel je vis. Et à partir de là, je suis capable de concevoir. Fait que je perds pas de temps parce que je sais déjà d'avance que ma solution n'est pas la bonne, donc je ne perdrai pas de temps sur quelque chose qui n'est pas bon. Puis je vais déjà être aligné directement sur ce qui est bon. Donc, à terme, pour une compagnie qui sait comment faire, c'est moins long parce que si tu le fais pas, puis tu te fais rabrouer, puis un peu ce qui est malheureusement ce que tu as à vivre, ou tu fais vivre plutôt. Là, ces compagnies-là, ces sociétés-là doivent retourner sur la planche à dessin, refaire ce qu'ils auraient dû faire proprement le premier coup. Donc, il y a essentiellement beaucoup plus de coûts associés au non-respect de l'environnement réglementaire et normatif que de le faire du premier coup bien fait. Là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le socle sur les données personnelles, aujourd'hui, pour moi, ça devrait être acquis. Malheureusement, ça l'est pas encore. Et c'est bien regrettable parce que pour les Français, honte sur nous, mais quand moi, ils viennent me dire « Oui, mais le RGPD », je leur dis « Ouais, mais nous, c'est essentiellement la loi de 1978, donc les gars, il y a un moment que vous êtes hors norme et hors la loi quand même, parce que ça veut dire que vous l'avez jamais été dans les cadres. » Donc, à un moment donné, le français, je trouve qu'il a zéro excuse, en fait, par rapport à la protection des données personnelles, puisque le RGPD, c'est quand même à 90% de la loi de 1978, informatique et liberté. Donc,
c'est le socle de base. Après, quand on parle du risque numérique, dans les domaines, dans les nouvelles technologies, avec les produits nouveaux qui arrivent sur le marché, il y a de l'analyse de risque qui a été faite, si elle a été bien faite, puisque maintenant on demande de l'analyse globale du risque. Donc d'inclure le facteur humain, déjà on se rend compte que ça pose problème parce que le facteur humain, on a mis non mais en fait à la base c'est une faille l'humain. Bon ok, si c'est comme ça que tu gères, on est mal barré. Et donc là aussi, on voit qu'il y a encore pourquoi tu creuses pas le point, pourquoi tu vas pas voir les experts des facteurs humains pour aller discuter avec eux de comment j'améliore. Et finalement, je dois quand même saluer c'est en venant au CQ où j'ai pu rencontrer des ingénieurs du Canada qui travaillent avec des experts en sciences humaines et sociales sur les paramétrages de leur IA. Et c'était la première fois que je voyais ça, mais concrètement. C'est-à-dire que la personne, elle me parlait de ses réflexions avec des sociologues pour corriger les biais, et j'ai trouvé ça, mais ça m'a fait un bien fou parce que la juriste que je suis voyait en fait une IA qui allait être moins discriminante au final, sur l'exemple dont me parlait la personne. Et quand je suis rentrée en France, en me disant mais il y en a qui ont compris, alors moi j'ai carrément posé les questions après en France, et c'est pas encore mis en place, et c'est encore tabou de dire à des sciences de l'ingénieur, des experts des sciences dures, bien discuter avec des experts des sciences humaines et sociales et bien concevoir avec eux. C'est-à-dire, ne lis pas ce qu'ils ont fait, discute, échange et conçois le produit qui va répondre aux besoins clients avec ces experts-là. Et pour moi, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est encore plus vrai qu'il faut les associer parce que à partir du moment où mon IA est censée faire de l'aide à la décision, donc avoir un processus cognitif, essayer de se rapprocher d'un processus cognitif, parce que voilà, c'est quand même pas au niveau d'un cerveau humain, quoique ça dépend du cerveau humain aussi, parce qu'il y en a qui raisonnent comme des caisses. Mais en tout cas, il faut pouvoir, je dirais, une décision, c'est multifactoriel, c'est en incluant un environnement, c'est il y a du facteur organisationnel et humain, il y a du facteur technique, il y a de l'environnement. Tout ça joue sur une décision humaine. Puis on se rend compte que c'est la définition de la sécurité numérique. C'est de l'environnement, c'est du facteur organisationnel et humain et du facteur technique. Donc finalement, comment aujourd'hui on peut envisager des produits numériques sans prendre en compte ces experts-là et sans comprendre que le numérique, si on veut qu'il soit adapté à ses utilisateurs, il y a une contrainte qui est réelle, c'est que en fait, c'est de l'interaction humain et système. Comment on peut sortir l'humain? Et aujourd'hui, on me dit, ah oui, il faut remettre l'humain dans la boucle. Très bien. Avec qui travailles-tu pour remettre l'humain dans la boucle? Tu peux pas discuter entre ingénieurs de ces sujets-là. Il faut forcément avoir avec toi dans la discussion des experts des facteurs humains. Et encore aujourd'hui, quand on va sur des colloques et en cybersécurité, on a encore peu d'experts. Les juristes, on commence à les voir parce que justement, il y a eu une grosse vague de régulation au niveau de l'Union européenne, mais on a encore peu de sciences de gestion. On a peu encore de sciences humaines et sociales. Les sciences cognitives, on commence à avoir du monde, mais j'ai les sociologues un petit peu, mais sur l'analyse des pratiques numériques, pas sur l'analyse des comportements. Quand je demande pour les véhicules autonomes, est-ce que vous avez interrogé des sociologues sur les comportements des conducteurs? Parce qu'en France, je peux vous assurer que les conducteurs de Marseille, c'est pas les conducteurs de Paris et c'est pas ceux de la campagne d'Auvergne. Donc, sincèrement, voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui on ne met
on dit qu'on met l'humain dans la boucle et puis finalement, dès qu'il faut commencer à réfléchir sur les produits numériques, on sort l'humain parce que ça nous met dans une zone d'inconfort parce qu'on ne maîtrise pas le domaine scientifique concerné. Mais on a le droit de faire appel à un ami, hein. C'est ce que tu disais, ben oui. Puis de toute façon, de ton contact que tu as eu quand tu es venu au Sécur, notamment, tu as un bel exemple de transdisciplinaire. Ah, ça y est, je l'ai raté. Transdisciplinarité. Je serais plus capable de l'avoir. Il est mal formé à mon esprit aujourd'hui. Il faut que je redémarre mon cerveau pour qu'il soit propre. Mais bref, cet élément-là est essentiel. Moi, je ne suis pas bon en expérience utilisateur. Fait tout ce qui est le contact avec l'utilisateur, comment l'amener à faire les bons choix, comment le guider dans une interface, quel qu'il soit, que ce soit sur la route, que ce soit devant un ordinateur, que ce soit avec du AI, il y a toujours une interface humain-machine qui est là, qui doit être prise en compte et qui doit être faite par des gens qui sont spécialisés là-dedans. Les ingénieurs ne sont pas formés là-dedans. Puis même à certains égards, même s'ils sont très hautains par rapport à ça, j'ai l'impression c'est qu'ils sont inconfortables parce qu'ils ne comprennent pas. Ça ne fonctionne pas avec leur méthode de réflexion. Donc, dès lors, ils vont essayer de paraître bons, mais ils ne le seront totalement pas puisque c'est pas leur univers à eux autres. Puis c'est correct que ce soit pas leur univers à eux autres, mais dès lors, prends pour acquis que faut que tu consultes justement quelqu'un qui soit de cet univers-là, qui te va guider le développement de l'interface humain-machine, justement pour que celui-ci soit cohérent par rapport à comment l'humain, pour éviter les erreurs de l'humain. Puis tes travaux, notamment dans Drift, servent justement à repérer la faillibilité de l'humain et de faire que la machine va compenser ou va guider l'humain pour éviter la faillibilité. Puis on revient à la création, contrainte, ainsi de suite. On est encore dans un élément de faut s'assurer que l'humain ne fasse le moins d'erreurs. Il faut lui donner les moyens de le faire. La technologie en est un, les checklists en sont un autre. Il y a plein de moyens pour aider l'humain à être moins humain, si on veut, en termes de faillibilité et tout ce qui va avec. Là. Bah, en fait, l'humain, des fois, il peut être très divergent et la checklist l'aide à être convergent sur le sujet du jour. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un outil qui est c'est une aide cognitive, hein, complètement. Après, c'est quand moi je vois la créativité qu'on peut avoir en stratégie de contournement, on pourrait mettre cette énergie et cette capacité créatrice en fait plutôt en comment j'applique la norme. Parce que en fait, les normes qui sont les normes qualitatives, les normes sécurité, les normes I3E ou les normes ISO, sont respectées par les ingénieurs parce que c'est des normes techniques, donc ça leur va, ça leur parle, c'est leur vocabulaire, ils sont à l'aise. Mais à un moment donné, on dit, pourquoi tu n'intègres pas d'autres normes et à la limite, juste que tu comprennes le sens, le pourquoi de cette norme, l'esprit de la loi, et qu'en fait, derrière, tu viennes trouver des solutions, parce qu'une fois que tu auras trouvé ton astuce pour répondre à cette norme, ce sera vrai. Donc, tu pourras l'appliquer et dupliquer cette astuce pour respecter cette norme. Déjà, il faut la choper. En tout cas, il y a une chose que certains devraient peut-être, parce qu'on parle de la créativité, mais c'est aussi l'adaptabilité. Parce que la norme, c'est vrai qu'elle évolue, mais comme la technologie, elle évolue aussi. Donc, quand ils font leur mise à jour de leurs connaissances pour pouvoir développer des produits nouveaux, pour pas être en obsolescence programmée de l'ingénieur, il faut qu'ils fassent pareil. C'est-à-dire avec les normes cyber, avec les normes juridiques, avec les normes culturelles. Voilà, parce que si on veut en fait un bon produit, c'est aujourd'hui dans notre société capitaliste, le bon produit, c'est le produit qui va être utilisé et qui va pouvoir être commercialisé. Sinon, tu perds ton job. Et sinon, si tu fais des produits que finalement les utilisateurs te disent ça marche pas, c'est naze, c'est nul, ta boîte, elle va pas faire long feu. Donc, Oui, effectivement. Puis j'aime beaucoup l'aspect culturel. Puis en écoutant parler, moi, je voyage beaucoup. Je fais beaucoup d'aéroports différents dans différents pays, dans différentes villes. Et tous les aéroports ont à peu près le même fonctionnement globalement. C'est qu'on a un fonctionnement général qui est similaire partout. Mais chaque aéroport est différent. Chaque façon de fonctionner dans chaque aéroport est différent. Les aéroports vont même changer régulièrement de fonctionnement.
Depuis le début du confinement, c'est complètement fou. J'ai vu dans les mêmes aéroports, là, Montréal, Toronto, puis Charles de Gaulle, à chaque fois que j'y vais, c'est pas le même parcours que j'ai besoin de faire. Je peux même pas mémoriser mon parcours parce qu'il me change mon parcours, mais il demeure que les grandes lignes du parcours sont les mêmes. Donc, je dois aller porter mon bagage, je dois passer la sécurité, je dois passer la douane et je dois trouver ma porte. Et ça, et j'embarquement se fait relativement de la même façon. Mais mon parcours est changé à chaque fois. Fait qu'il faut être capable de s'adapter culturellement à la nuance qui est là, parce que chaque aéroport est une nuance en soi, là, c'est complètement fou. Je trouve ça ultra désagréable, là, qu'ils sont pas capables de standardiser. Mais bon, bref, on laisse la créativité humaine s'exprimer comme elle est capable de s'exprimer dans l'intérieur des balises qui les balisent, qui est justement que le parcours du combattant est toujours le même, c'est-à-dire on fait toujours le même ordre. Cependant, la façon qu'il est acté par chaque aéroport, chaque pays, chaque ville, va diverger par la culture, par les gens qui sont là, par tout ce qui entoure ça. Fait que ça donne des nuances similaires, un peu comme tu parlais de la différence entre le conducteur de Marseille et de Paris. Effectivement, c'est pas le même, c'est pas le même niveau d'agressivité qu'il y a dans le conducteur. Bah, comme pour le voyageur, quand tu arrives avec ton aéroport et qu'après tu te retrouves dans une gare, qu'après tu te retrouves avec le réseau de transport en commun, c'est pas organisé de la même manière. Donc, en même temps, parce que c'est même pas, en plus, c'est même les voies. C'est-à-dire que les voies aériennes et par où tu passes, la logique de je remplis l'avion et donc pour faire Montréal-Paris, je vais passer par Francfort. C'est pas le chemin optimal. Mais si, en question de là, j'ai pris tel avion et après, j'en prends un plus petit entre Francfort et Paris où je vais rejoindre. Bon, ok. Donc, ils ont fait une gestion de flux. Après, pour les trains, tous les trains doivent mener à Paris en France. Donc, en fait, à partir de Paris, c'est bien. Mais maintenant, si tu dois faire une diagonale, tu es obligé de passer par Paris. Voilà, tu passes par Paris pour pouvoir repartir. Et donc, en fait, tu montes pour redescendre. Ça m'a fait j'ai fait un tour de pays justement parce que j'ai mal maîtrisé ce point central des transferts de la SNCF. Et après, quand tu arrives, est-ce que tu as une ville avec des bus ou est-ce que tu as une ville avec du réseau souterrain et des métros? C'est-à-dire que là aussi, la question de notre pauvre humain, avec la question de la spatialisation, tu rajoutes du jet lag parce que c'est des continents différents par rapport au lieu de départ et le lieu d'arrivée. Et puis derrière, l'humain, lui, est capable de pouvoir s'adapter. Après, j'avoue que d'avoir des IA qui vont l'aider à s'orienter dans ce bordel, c'est très bien. Parce que le temps d'adaptation d'un humain, c'est pas aussi rapide qu'une IA. En revanche, j'enlève l'IA. Si mon humain s'est fait guider toute sa vie avec l'IA, est-ce que mon humain va être capable de s'orienter? Non, il sera pas capable de s'orienter. Mais de la même manière que mon humain qui a acheté sa voiture et il a sa voiture système autonome version canadien avec les règles et tout. Puis on dit, allez, on imagine que sa voiture, elle vit au Canada, elle a été autorisée sur le marché et qu'elle connaît le code de la route canadien. Elle voit vos systèmes de feu, vos systèmes de route. Voilà. Et puis après, t'arrives en France. Parce que t'es muté, t'es expatrié, tu viens en France. Et puis tu dis, non, mais moi, j'ai acheté une super voiture qui m'a coûté bien les yeux de la tête et je viens avec ma voiture. Ouais, mais ta voiture, tu bouges pas en France. C'est pas le même code de la route. Et là, il faut faire un reset et hop, je dois changer le logiciel, en fait. Il faut lui mettre le logiciel de mon code français, du code de la route français. Oui. Et on est capable de le comprendre quand on va parler de ce changement de logiciel parce que le Canada, même les villes ne sont pas structurées de la même manière. Donc, à un moment donné, pourquoi on ne peut pas le comprendre sur d'autres sujets? Ça, pour voir le nombre d'humains qui résistent à tout changement et qui vont toujours figés sont très rigides par rapport à leur matrice de départ, si on veut. Oui, le cerveau, il est bien fait. Le cerveau, il est très bien fait. On a des capacités d'adaptation et d'ailleurs, nous, on a une capacité d'adaptation. L'IA, c'est plus compliqué, l'intelligence artificielle, pour s'adapter. Oui. Mais, tout à fait. L'expérience que je cite où je me suis mélangé les pinceaux dans mon transfert de train,
Ça a été épique sur ce que j'ai dû passer à travers. Puis on parle juste de signalétique. Le fait, j'aurais beaucoup apprécié avoir un AI qui me guider dans comment transférer de train, les métros et ainsi de suite pour réussir à exécuter tout le chemin qui devait se faire entre les deux et que ça soit clairement expliqué que la signalétique, je crois, c'était à la gare de Lyon, je crois. La signalétique était pas pour moi incompréhensible. Donc, j'ai eu énormément de difficultés à me retrouver, à trouver les repères que j'avais besoin pour aller chercher les différents éléments que j'avais besoin pour m'exécuter. Donc, on est dans des univers, puis Non, mais l'adaptabilité est c'était à pas... Marne-la-Vallée. Parce que c'est Marne-la-Vallée qui a le même quai, mais avec plusieurs rames qui vont pas au même endroit. Oui, c'est là où je me suis mélangé. Donc, la signalétique était insuffisante et je me suis mélangé. Et ensuite, quand j'ai dû me retrouver, j'ai dû retrouver à prendre notamment le métro pour changer de gare à Paris, parce que quand je suis revenu à Paris, il a fallu changer de gare parce que les 4 gares à Paris ne sont pas reliées de façon simple. Oui, elles n'atterrissent pas à la même place. C'est super bien fait. Donc, il faut trouver. Puis c'est là, j'ai galéré beaucoup. Ma capacité d'adaptabilité a été testée là, vraiment, vraiment très forte cette fois-là. Et donc, on peut faire un appel. C'est problématique de voyageurs. Voilà, on a une problématique de voyageurs. Je pars de Québec, je dois arriver à Rennes. Comment je fais? Et donc, en fait, sachant qu'en contrainte pour l'IA, il y a voilà mon billet d'avion. Comment tu me gères mes flux après pour rejoindre ma destination, mon lieu d'arrivée? Et comment tu m'optimises mes flux de transport pour arriver? Voilà. Et ça, en fait, il y a plein de touristes qui adoreraient ça. C'est-à-dire, je pars de tel pays, je dois arriver à tel endroit et de tout transport. C'est-à-dire que, voilà, je t'ai mis ma contrainte d'aéroport, parce que, en fait, tout part de l'avion, hein. Et donc, comment j'arrive? Après, voilà, tu m'optimises mon trajet. Et en fait, on va voir si tu me sens dans les commentaires. Un jour, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire « J'ai créé cette IA qui répond à ta problématique. » Et en fait, il y a beaucoup de contraintes. Et en même temps, comment j'ai géré tout ça? Parce que vous allez voir, hein, il y a aussi des contraintes sur les conditions générales d'utilisation qui sont fort sympathiques avec un petit peu de régulation parce qu'il y a un point de départ qui est Nord-Amérique avec une arrivée Europe. Youhou! Déjà là, ça c'est pas simple. C'est le parcours, les compagnies aériennes, que pour leur univers, eux, ont commencé à faire des parcours, justement, qui sont capables de ça, mais clairement, c'est des parcours qui ont été créés par des humains préalablement, donc qui ont déjà parcouru les éléments qui ont été faits là. Puis à savoir que, je nomme Charles de Gaulle, un des exemples, l'ordre dans lequel la sécurité et la douane se fait n'est pas tout le temps le même. Des fois, on passe les douanes avant la sécurité, des fois, on passe la sécurité avant les douanes en sortie. Donc, c'est très particulier comme situation. Tout dépendant du terminal qu'on prend, tout dépendant d'un paquet de choses, il y a des choses qui ne sont pas jamais les mêmes. Donc, ces parcours-là doivent être nommés par des humains qui l'ont vécu pour comprendre les changements qui ont été faits parce que quand je disais qu'un parcours les grandes lignes du parcours sont standards, mais l'exécution fine du parcours ne l'est jamais et change avec le temps. C'en est un exemple de Charles de Gaulle, notamment, qui à chaque fois que j'y vais, puis j'y vais quand même plusieurs fois par année, j'ai jamais le même parcours. Fait que je suis toujours fasciné par ce changement-là. Heureusement, la signalétique est suffisamment bien faite pour pas que je me perde, mais il y a quand même un défi pour les personnes qui se laisseraient porter par une intelligence artificielle, comme le GPS, ton exemple de GPS que tu avais sorti à ta présentation, s'ils se laissent porter par une intelligence artificielle qui n'a pas été mise à jour au dernier petit changement, il va se ramasser dans un endroit interdit ou dans une situation qui pourrait être précaire pour l'individu. Peut-être pas dans le fleuve, mais dans une situation similaire. Mais on pourra en parler sur un prochain épisode de l'esprit critique parce que le GPS, sur les capacités cognitives, à un moment donné, quand on laisse le pouvoir à la machine, en quelque sorte, quelles sont les conséquences pour l'humain? Et quand je parle du GPS, les gens me rigolent en me disant « mais j'ai aucun risque avec le GPS ». Mais expliquez-moi dans ce cas, pourquoi sur des petits chemins, j'ai un camping-car qui est capable de s'engouffrer parce qu'il y a le GPS qui lui a dit voilà le parcours optimal, il faut que tu passes dans ce petit chemin parce que nous en fait on a beaucoup de vieux villages en France avec des petites ruelles et ils vont aller se coincer dans les murets alors qu'en fait
un GPS, il recalcule si tu fais demi-tour ou si tu lui dis non, je vais pas là parce que je le sens pas, parce que je vais prendre un risque, parce que c'est dangereux, parce que j'ai pas de visibilité, je ne sais pas si je vais croiser quelqu'un. Eh bien, en fait, non. Ils y vont quand même, ils suivent le GPS, ils font confiance. En fait, ils ont plus de confiance en le GPS qu'en leur capacité de jugement. Et c'est ça qui Tout à est fait. triste. Et c'est là où, en Ben, fait, c'est tout mon travail, en fait, c'est tout ce que je fais sur l'esprit critique, sur la question des influences des algorithmes sur nos actions et à quel moment l'humain devient bête, en fait, et comment l'humain n'est plus humain parce que, il pour devient moi, bête très rapidement. parce que pour moi, en fait, ce n'est pas être humain que de perdre des capacités cognitives, c'est comment je deviens moins humain parce que, en fait, j'ai été un peu sous emprise, une sorte d'emprise de l'IA. Et parce qu'à la fin, De la, je ne suis plus capable de réfléchir par moi-même, en fait. de la machine au complet, dès qu'on fait face à le GPS, c'est le meilleur exemple qu'on a, là, à quel point les jeunes ne réfléchissent pas. Euh, Vont exécuter de façon relativement aveugle, justement, comme tu le mentionnes, puis se ramassent avec des situations qui n'ont pas de sens. Moi, quand je fais mon GPS, je regarde mon trajet avant. Peu de gens regardent le trajet que le GPS propose pour voir s'il y a des anomalies dans le trajet qui m'est proposé. Est-ce que c'est le bon trajet qui m'est proposé? J'ai entendu des cas de gens qui se sont trompés dans les trajets, notamment en mettant, ouais, moi, je veux faire mon trajet en vélo, mais il était en auto. Ils sont arrivés dans des situations où le GPS a proposé des chemins qui étaient cyclables, mais pas carrossables, en l'occurrence. Donc, on est trouvé dans des situations comme ça parce que les gens n'ont pas regardé, ont juste fait aveuglément confiance à la machine et sans prendre le temps, même de lire une carte, c'est ce qu'on le faisait dans l'ancien temps. On regardait des cartes, il faut décider le trajet, puis on le mémorisait le trajet, puis on le faisait. Ben, maintenant, les gens ne font plus ça, mais ils regardent même pas le GPS, le chemin qui est proposé. Puis ils se demandent pourquoi, si ça. Moi, le chemin est toujours regardé, toujours validé. Je valide la machine. Je ne fais pas foncièrement pas confiance à la machine parce qu'elle ne travaille pas dans mes intérêts à moi, elle travaille dans les intérêts du concepteur, par exemple. Et c'est là où, en fait, un truc tout bête, pour moi, en fait, c'est une question d'expliquer, expliquer comment ça fonctionne, expliquer aux utilisateurs les conséquences de l'utilisation. Enfin, à un moment donné, on fait des messages de prévention, mais c'est comme tout, hein, c'est parce que c'est en utilisant qu'on se rend compte des fois des effets négatifs de certains usages ou de certaines dérives. L'alcool, avant sur les bouteilles, vous trouviez pas le petit avertissement en disant l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous aviez pas les petits logos avec la femme enceinte disant il faut pas boire. Hein. Avant, les femmes, elles étaient enceintes, elles buvaient. Hein. Elles s'alcoolisaient pas, elles n'étaient pas ivres mortes. Mais une petite coupette n'était pas dangereuse. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien sur toutes les bouteilles d'alcool, la femme enceinte, elle est barrée. Quoi. C'est interdit pour les femmes enceintes. Le tabac tue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la prévention en santé publique sur certains usages. Je pense que c'est aussi de la santé publique que de dire qu'il y a des effets cognitifs, des nouvelles technologies et que, en fait, ça peut, à haute dose, parce que tant qu'on n'utilise pas trop, tout va bien, hein, mais que sur des expositions longues ou à ne plus faire certaines choses, en fait, on va perdre nos capacités cognitives et en fait, on va devenir intelligent différemment, mais est-ce que ce sera toujours de l'intelligence? Je sais pas. Mais c'est la formation, on l'abordera une prochaine fois, l'esprit critique, mais tant qu'à moi, c'est la formation de l'esprit passe par l'éducation, c'est le former. On a un outil non formé quand on est. On le forme et on l'aiguise, on le raffine avec l'éducation. Et là, on en revient à une culture générale, à un tronc commun, où pour moi, les sciences de l'ingénieur, et ça, on en a déjà discuté, les sciences de l'ingénieur devraient avoir dans leur tronc commun de ce que j'appellerais de la culture générale qui est liée aux sciences humaines et sociales pour comprendre l'impact de ce qu'ils vont faire plus tard et des technologies sur lesquelles ils vont travailler ou des systèmes sur lesquels ils vont travailler, l'impact sur les humains, surtout dans les filières numériques. Après, de la même manière, parce que comme tu le disais, hein, dans le génie civil, on se pose pas la question, ils ont des cours de droit,
Ils savent qu'ils ont une garantie décennale spécifique pour le constructeur aussi, avec des règles qui leur sont très propres. Et en fait, je comprends pas que dans le numérique, on se soit dédouané de cet apprentissage dans la formation de nos futurs ingénieurs. Et pareil, par contre, pour nos futurs utilisateurs, parce qu'on parle de la numérisation de toutes les activités et de tous les métiers aujourd'hui, il devrait y avoir une culture générale numérique, une culture des projets et du projet numérique ou un peu de culture sciences de l'ingénieur, parce qu'ils ont des méthodos qui sont quand même super intéressantes sur la méthodo de projet. Il y a des choses intéressantes à prendre en sciences de l'ingénieur qu'on peut adapter en culture générale dans les sciences humaines et sociales. Ça ferait converger les deux mondes déjà pour qu'ils se comprennent mieux quand ils discutent entre eux, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Mais ça, tu dois le voir avec le ministère, avec la justice. Quand les magistrats discutent avec les ingénieurs, pouvoir exprimer son besoin en tant que magistrat auprès d'un ingénieur, à un moment donné, il y a deux mondes qui communiquent pas. C'est les mêmes mots, mais les mots n'ont pas le même sens pour eux. Donc, en fait, c'est de la non-communication et c'est dommage. C'est très difficile, cet univers-là. On l'a abordé à plusieurs reprises, d'ailleurs, parce que ton projet de recherche était un des grands défis. Puis c'est un de mes grands défis. Même dans un même univers, dans deux organisations, on n'est même pas capable d'avoir le même vocabulaire pour les TI sans de convenir d'un vocabulaire commun. Et il y a un entêtement des deux parties à ne pas vouloir comprendre le vocabulaire de l'autre ou de se trouver un lieu commun. Fait que c'est excessivement difficile d'œuvrer dans ces univers-là, de refus de vouloir aller vers l'autre. Moi, je trouve ça très particulier parce que je trouve que la beauté des relations humaines, c'est d'être capable de se rejoindre dans un lieu commun, dans un lieu où on est capable de collaborer et donc d'apporter de la richesse. Parce que la richesse, pour moi, se crée dans le lieu commun qu'on se rencontre, pas dans notre petite zone personnelle, mais ça, bref, c'est la façon. Puis si je reprends ton exemple avec les magistrats, oui, c'est un énorme défi de réussir parce que j'interface entre les deux univers, en l'occurrence, et d'expliquer d'un côté ce que vous dites, c'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer, il faut l'exprimer d'une autre façon parce qu'ils ne vous comprendront pas ou ça va les amener dans une question, ils vont se poser des questions qui sont inutiles parce que ça va être dans un chemin qui ne mènera pas à la prise de décision ou à la prise de connaissance qui est utile pour eux, qui leur sert vraiment parce que vous allez vous enfarger dans vos réflexions personnelles, égoïstes ultimement de moi je suis bon, je suis dans mon domaine, fait que je vais mettre beaucoup de paillettes sur mon domaine à moi parce que moi j'aime beaucoup mon domaine au lieu de se mettre dans les souliers de l'autre et dire ok ben le magistrat, il faut que je lui communique cette information-là parce que c'est cette information-là qu'il a besoin pour aller plus loin, pour prendre la décision, pour comprendre la situation dans laquelle il est. Et c'est un autre vocabulaire parce qu'il arrive d'un autre chemin. Puis même les magistrats entre eux, c'est différent parce qu'ils ont des expériences professionnelles. En France, c'est pas pareil, puisqu'ici, les juges sont nommés plus tard dans leur carrière. En France, ils apparaissent. C'est un chemin de carrière normal. La différence, faisant que les juges avec qui je travaille ont des parcours professionnels différents. Donc, le vocabulaire qu'ils ont ou la conception des choses est différente d'un juge à l'autre. Donc, dès lors, je dois aussi comprendre puis me mettre dans ses souliers et de comprendre, OK, lui, il arrive de ce chemin-là, donc je vais adapter et essayer de trouver une façon de lui expliquer les choses pour qu'il comprenne. Parce que dans l'absolu, il faut qu'il comprenne. Puis, il n'y a rien de plus vexant que ce soit dans une situation où quelqu'un nous explique quelque chose en ne faisant pas l'effort de venir nous l'expliquer réellement pour qu'on comprenne réellement aussi. Et d'ailleurs, pourquoi il est hyper important qu'il y ait ce dialogue entre les deux mondes? Là, tu l'as bien exprimé pour les juges, mais moi, je vois dans le secteur santé, non seulement il faut respecter la réglementation liée au numérique, mais il faut respecter la réglementation liée au secteur d'activité qui est la santé. Il est hors de question pour un médecin d'avoir une technologie, d'avoir un produit qui viole le secret médical. Donc, et quand moi, combien de fois j'ai vu des produits qui ont été livrés où on me dit ouais c'est bon, le secret médical il est protégé et tout, puis je fais bah non, je suis désolée, cette information-là ne se partage qu'entre médecins. Les soignants n'y ont pas accès.
Parce que ça, c'est une information, c'est des échanges entre experts médicaux où parfois ils ont besoin de discuter entre eux sur la meilleure thérapeutique à choisir pour le patient. Ils vont échanger de l'information, mais ces échanges et les informations qui vont se donner entre différents experts médicaux et entre médecins. Le soignant, l'infirmière n'y aura pas accès et encore moins l'aide-soignante. Donc là aussi, c'est-à-dire que le secret médical est un secret partagé, mais pas de la même manière en fonction du métier dont on parle. Et donc là est la complexité des dossiers patients informatisés et de gérer cette question de la criticité de l'information et du partage de l'information. Et là, d'un seul coup, on me dit, non, mais moi, je suis un développeur et là, en fait, il faut un admin. Et puis après, l'admin, il va me dire, ouais, mais ça me fait trop de profil utilisateur. Je fais, en fait, ça correspond aux besoins dossier patient informatisé. Donc, arrêtez vos fausses excuses à un moment donné. Moi, j'ai besoin d'une solution qui permette de me gérer des flux d'informations. Donc, ça va me centraliser de l'information. Mais j'ai besoin d'un accès à l'information qui est différencié en fonction de l'acteur concerné et je vais avoir des flux différenciés en fonction de quelle information je parle. Parce qu'après, il y a de l'information qui va partir auprès du médecin traitant, il y en a qui vont partir auprès de la mutuelle, il y en a qui vont partir auprès de la sécurité sociale. Enfin bref, c'est de l'information hyper partagée, hyper sensible, parce que quoi qu'il arrive, elle sera toujours vraie, cette information. Donc, et puis, les patients aiment pas trop que ça se sache aussi. Parce que le médecin, la confidentialité, des fois, il s'en fout un peu. Lui, il veut l'intégrité et la disponibilité. Lui, c'est ça son délire. Après, il y a le directeur de l'hôpital qui dit, ouais, la traçabilité, c'est pas mal non plus. Pour savoir qui a eu la décision de merde, s'il vous plaît. Et dans quel contexte? Donc, un peu de traçabilité, c'est pas mal. Ça permet de recontextualiser beaucoup de choses. Et puis après, derrière, il y a le patient qui dit, moi, la confidentialité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Et là, franchement, en santé, là, franchement, chapeau, parce que là, il faut de la créativité pour respecter les contraintes à la fois du monde numérique, plus les contraintes du monde médical, et puis avec un produit qui fonctionne. Et comme dit le médecin, je veux accéder à l'information en moins de 3 clics, sinon l'ordi, il vole. Ça aussi, c'est pas mal. Tout à fait. Puis j'ai déjà travaillé dans le milieu de la santé, puis je suis un peu fasciné par les énoncés. Puis de toute façon, j'avais les mêmes confrontations avec les équipes avec lesquelles j'étais à ce moment-là. Puis j'expliquais un peu ce que tu expliques là, selon les règles qu'on a ici. Et là, ils étaient tout énervés. Ils disaient, oui, mais vous devez fonctionner de telle façon. Ils disaient, vous avez juste à changer votre modèle de réflexion et ça se fait facilement. La technologie le permet, tout se fait. Il faut juste être imaginatif. Et quand on parlait de créativité, ça en est parce que ils sont pires. C'est qu'ils ont un moyen, ils se tapent la tête avec leurs moyens sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand tu as un problème, c'est essentiellement ça, tu regardes. Puis à l'époque, j'avais dessiné des systèmes qui étaient hautement respectueux du chose, mais en lequel j'amenais ce qui pour eux était des innovations, des façons différentes de réfléchir, parce que le problème que tu mentionnes, pour moi, il est ultra facile à régler, parce que tu vas mettre un attribut, ce qu'on appelle un attribut, mais c'est ultra facile à régler, puis ensuite, tu fais juste mettre tes systèmes de contrôle en conséquence, ça ajoute pas de poids, ça ajoute pas de lourdeur, c'est super simple à mettre en place, et tu respectes tout du premier coup, puis c'est super facile. Mais ça, c'est parce qu'il faut que tu changes de paradigme de réflexion, et là, ça fait mal. Ça fait mal à la tête. Mais ouais. Mais là, justement, quand tu parlais de tes attributs à mettre et tout, il faudra qu'on discute un jour de l'ontologie en IA. Parce que je pense que c'est une des clés aussi pour gérer la sécurité et les mises à jour des IA et le côté évolutif de l'IA. Même en dehors de l'IA, l'ontologie, puis ça, j'ai été exposé de façon directe parce que je le faisais de façon intuitive. C'est un peu ce que l'ontologie ressemble. Ce que je te mentionnais, les attributs, c'est un exemple de ça que je le fais de façon intuitive parce que je le fais comme ça. Là, c'est le fait d'avoir été exposé ça à l'ontologie des intelligences artificielles à l'European Cyber Week m'a éveillé sur ce domaine de connaissance-là, qui est un domaine à part entière, avec des gens qui connaissent ça pour de vrai. Il faut que j'aille fouiller, faut que j'aille creuser ça parce que, ça, oui, pour l'intelligence artificielle, mais dans beaucoup de sphères de ce que je fais, cette façon-là de réfléchir les choses va m'aider à trouver des solutions rapidement, qui respectent les règles,
dans le bonheur de tout le monde autour de la table. Exactement. Mais on pourra en discuter avec la personne qu'on avait rencontrée à l'European Cyber Week parce que je l'ai eu en contact et c'est vraiment un passionné et il sait transmettre sa passion en fait. Et je sais que ça aussi c'est souvent vu comme un sujet de contrainte, alors qu'en fait c'est une super opportunité pour avoir une IA qui va tenir la route plus longtemps quoi. Quand on voit le cycle de vie du produit, on est obligé d'aborder ce sujet. C'est pour ça qu'en fait, je suis désolée, mais la contrainte, elle n'est pas juridique. La contrainte, elle est liée au produit numérique. En fait, c'est simplement que la contrainte, elle est liée, si tu veux une interaction entre ton système et un humain, bah, il y aura des contraintes. Et une fois que tu as accepté ça, bah, tu fais ton inventaire de contraintes et après, tu développes tes capacités créatives et en fait, tu deviens plus intelligent différemment, mais tu seras plus adaptatif, plus créatif. Moi, je sais pas, mais je trouve que c'est plutôt pas mal comme capacité. Oui, absolument. Puis moi, de toute façon, moi, je vis dans un univers Puis tu comme ça. seras Fait que surtout moins con. Ouais, puis j'ai la difficulté à comprendre pourquoi les gens voient des contraintes ou des choses. Ben, j'ai eu des cas de crise de bacon par rapport à ça, puis t'en as eu aussi. Je comprends pas. Moi, je trouve ça plaisant de trouver dans une situation parce que même pire que ça, professionnellement parlant, si je fais face à des situations trop faciles, donc j'ai un checklist, j'aime pas ça parce que c'est trop facile. J'aime ça avoir des problèmes. J'aime ça vivre avec des contraintes. J'aime ça qu'on mette des embûches parce que j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler dans un contexte d'embûche que de travailler dans un contexte où il n'y a pas de contrainte, pas d'embûche. Fait que pour moi, ça me fascine cette résistance-là, mais bon, c'est ce que je suis. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est Einstein qui disait que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Bah, en fait, si tu aimes la complexité, c'est que tu aimes un peu titiller ton intelligence, mais ça veut dire qu'à la base, déjà, il y en a. Donc, ceux qui veulent pas titiller l'intelligence, c'est peut-être aussi qu'il y a une absence d'intelligence et une incapacité à pouvoir ça se pourrait, titiller. c'est cruel, mais ça se peut. Bah ouais, mais bon, c'est pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beaucoup plus stimulant de réfléchir sur des sujets complexes que des choses trop simples où en fait, ça va être vite traité. C'est vrai qu'il y a une satisfaction, que la tâche, elle va être vite accomplie, mais elle est vite lassante. Ouais, c'est répétitif, mais ça, sans dénigrer les gens qui aiment les tâches répétitives, moi, c'est pas dans mon spectre à moi, je m'emmerde très rapidement dans ce qui est répétitif. Bref, on va conclure sur ça. On a fait un grand tour, on est parti des contraintes, on termine avec les contraintes, mais on rit un peu à travers tout ça. Merci énormément, c'est toujours plaisant ces conversations-là, parce que ça nous mène à des endroits tout à fait inattendus. Bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Merci.